la journée internationale de l'alphabétisation. Quels sont les enjeux de la campagne 2010-2011 de l'alphabétisation au Bénin? Ben là encore, les enjeux, ils sont importants pour notre pays. Mais il faut revenir à quelque chose qui est fondamental. Après, je pourrais vous dire qu'avec les cadres du ministère, nous avons essayé de répondre à certaines attentes de ce sous-secteur qui est important. Mais, eu égard aux difficultés que rencontre notre pays au niveau budgétaire, nous ne pouvons pas non plus prétendre répondre à toutes les attentes des populations. Je vous donne un exemple. Le Fonds d'aide à l'alphabétisation a un budget d'à peu près 100 millions de francs CFA. Et sur ces 100 millions, ben écoutez, près de, ou 200 millions, si je ne me trompe pas, mais en tout cas 100 millions, c'est pas suffisant. Dans le même ordre d'idées ou de grandeur, le Burkina Faso a un fonds d'aide à l'alphabétisation pour l'année 2010 qui était de 1 milliard, qu'ils vont faire passer à 1,5 milliard l'année prochaine. Donc les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Pour autant, nous avons fait en sorte de payer les gratifications au titre des années 2007-2008 et 2008, 2009 et 2009-2010. Nous avons aussi doté les alphabétiseurs de matériel roulant et didactique, mais ce n'est pas suffisant. Donc il y a encore cela quelques jours, nous étions en réunion avec la coopération suisse parce qu'ils sont les fers de lance vis-à-vis des partenaires techniques et financiers sur la question de l'alphabétisation. Mais je leur ai dit ceci. À mon arrivée, j'ai effectué des missions à l'intérieur du pays et je me suis rendu compte que nos mamans et les jeunes filles, et surtout nos mamans, m'ont fait comprendre qu'elles avaient des problèmes à rembourser, par exemple, les prêts accordés par la microfinance, parce qu'elles ne savaient ni additionner, ni soustraire, ni multiplier dans leur langue. Et donc très tôt, j'ai vu qu'il y avait une corrélation très forte entre l'alphabétisation et la microfinance. Pour autant, nous avons essayé de répondre parce qu'au sein de ce sous-secteur, il y a un programme qui concerne les jeunes filles et aussi les femmes. Mais là encore, il y a une question de moyens. Quand vous n'avez pas énormément de moyens, il est difficile d'appliquer un programme qui pourtant, je crois, est un programme innovant. Là, vous savez, on parle de stratégie du faire-faire, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des ONG, voire des entités religieuses, pour essayer d'aider à l'alphabétisation des couches les plus défavorisées. Mais je crois que c'est un enjeu important. Nous avons eu un arbitrage devant le ministre des Finances. Je lui ai fait part de cette question. Il l'a pris en compte et j'espère que nous allons avoir un effort un peu plus adéquat du gouvernement. Il y a eu les grands discours, les grandes déclarations, les effets de manche aussi sur cette question-là, sur l'alphabétisation dans notre pays. Est-ce que le soufflet n'est pas en train de retomber avec votre prédécesseur, pour vous faire précis, en comparaison, est-ce que le soufflet n'est pas en train de retomber depuis que vous avez en charge une question comme celle-là? Est-ce que déjà vous êtes très à l'aise avec ce volet alphabétisation? Non, mais disons, il y a deux choses. La première, c'est que c'est vrai que quand je discutais il y a quelques jours avec le directeur résident de la coopération suisse, par exemple, la coopération suisse, ça fait 40 ans qu'ils ont un programme au niveau d'un de nos départements, qui est le Borgo Alibori. Et comme ils nous disent, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais si on voit effectivement ce qui est l'application terrain de 40 ans d'existence, on est encore loin du compte. Mais pour autant, je crois qu'il y a une volonté des acteurs pour que la question de l'alphabétisation ne soit pas rangée au placard. Donc, nous avons décidé avec eux, avec aussi le Fast Track,
de nous retrouver, c'est-à-dire le Fast Track, le programme Fast Track avec la Banque mondiale, de nous retrouver dans les prochaines semaines pour réellement essayer d'asseoir cette politique du faire-faire, mais réellement dynamique. On va essayer de cibler une autre région, on va voir si ça marche bien, parce que j'ai dépêché par exemple des missions d'inspection sur le terrain. Et on s'est rendu compte que les statistiques que nous avions étaient erronées. Le directeur du contrôle de la qualité est parti avec mon directeur de cabinet pour des missions d'inspection, et on s'est rendu compte que très souvent, les centres d'alphabétisation ne remplissent pas leur rôle. C'est vrai qu'il y a une certaine démotivation des acteurs. Pourquoi? Je vous ai dit, on a payé les gratifications des 3 dernières années. Si vous ne payez pas les gratifications, il est difficile que ceux qui les maîtres alphabétiseurs puissent avoir de l'entrain. En plus, pas de matériel roulant, pas de matériel didactique, donc ça pose un problème. C'était un secteur sinistré. Il y a aussi le volet promotion des langues nationales. Qu'est-ce que ça devient Là encore, c'est la promotion des langues nationales et l'alphabétisation sont liées. Le directeur, nous avons eu plusieurs séances de travail ensemble, et là encore, ce sont les moyens qui nous ont manqué. Je vous donne un exemple. Je crois qu'à juste titre, il a dit quelque chose qui était important. Comment pouvons-nous faire pour que dans les établissements publics, préfecture, mairie, poste, dans les contrées les plus reculées de notre pays, les populations puissent aller voir des indications dans leur langue, mais là encore, pour le faire, il faut que le programme de faire au niveau de l'alphabétisation soit une réalité. Et après, il y a la question des moyens aussi, parce que si vous devez mettre des indications dans certaines langues au niveau de tous les établissements publics, ça coûte quelque chose. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une question de moyens qui fait ralentir. Un peu. Il y a une vraie volonté, je dois quand même indiquer, je dois vraiment le dire, les acteurs qui travaillent dans ce sous-secteur sont encore motivés. Okay. Ils ont le désir parce qu'ils savent que nous parlons de qui? Nous parlons de nos mamans, nous parlons de nos... Mais l'impression qu'on a, M. Gallo-Soglo, c'est que votre prédécesseur communiquait beaucoup plus sur cet aspect-là. Peut-être les Béninois ont l'impression que cet aspect-là ne vous préoccupe pas assez et ont peut-être l'impression que le dossier s'assoupit. Peut-être vous allez leur dire que ce n'est pas que le travail a été arrêté sur le sujet, que le travail continue, parce qu'on a comme l'impression que ça a été rangé au placard depuis que vous avez pris les rênes de ce ministère. Comme je le dis, rangé au placard, allez demander aux acteurs. Écoutez, je crois qu'un travail, il se fait méthodiquement, sans forcément beaucoup de... C'est toujours bon de faire savoir. Oui, c'est vrai, de faire savoir. Mais je crois que c'est vrai. Qu'on ne dise pas que ça a été exactement. rangé au placard. Mais comme je le dis, aujourd'hui, nous avons payé les gratifications pour les années précédentes. Nous avons, sur toute l'étendue du territoire national, pourvu les maîtres alphabétiseurs de matériel roulant, des motos, des vélos. Vous avez vu que tout dernièrement, même, il y a eu une ONG qui nous a accompagnés aussi avec un certain nombre de dons. Donc, c'est un travail. Vous savez, il a fallu aussi... le travail d'un ministère aussi, c'est aussi travailler sur les dossiers, c'est aussi régler des priorités avant de pouvoir... Pas que ça à faire, quoi. Non, nous avons ça, c'est mon travail. Mais ce que je veux indiquer, c'est-à-dire que dans le même temps où la stratégie du faire-faire, c'est de pouvoir remettre à niveau, quand par exemple vous prenez les matériels didactiques, à un moment donné, chaque ONG, c'était bien, proposait son propre matériel didactique. Il fallait uniformiser ce matériel didactique sur toute l'étendue du territoire national. C'est un travail fastidieux qui nous a demandé plusieurs séances de travail, remise à niveau. Et à côté de ça, il fallait aussi doter
ce sous-secteur de moyens pour pouvoir payer les acteurs pour qu'ils soient motivés à pouvoir relancer le programme. Il y a une chose qui revient dans votre discours, Monsieur le ministre, c'est comme si vous étiez un peu désabusé. Vous avez dit moyens, vous n'en avez pas eu beaucoup. Il y a peut-être eu des coupes sombres dans votre budget, dans le budget de votre ministère. Quel est aujourd'hui, en gros, ce qui est consacré chez nous à la culture, à l'alphabétisation et à tous les bricoles? D'abord, je dois dire que vous dites une conte vérité. Désabusé, pas du tout. Il est important... C'est l'impression qu'on a. Oui, mais l'impression est mauvaise. Je tiens à vous dire que je fais un travail exaltant et que il n'y a pas pour moi de raison d'être désabusé. Il y a une situation qui prévaut dans notre pays qui est difficile et qu'il faut... dont on doit tenir compte, ne pas vouloir ne pas en tenir compte. Moi, écoutez, je suis financier de formation et donc quand vous savez que aujourd'hui il y a une contraction de nos recettes fiscales, ben, on doit tenir compte de cela. Maintenant, le dire ne veut pas dire qu'on est désabusé. Au contraire, nous sommes parvenus, et vous devriez nous féliciter, à pouvoir réaménager nos plans de travail annuels pour pouvoir doter ce sous-secteur de moyens. Pourquoi vous ne le dites pas? Monsieur le ministre, je vais vous poser une question toute personnelle. Quand on est ministre de la Culture, est-ce qu'on est condamné chez nous, dans l'environnement qui est le nôtre, avec l'absence de moyens, vous l'avez souligné, est-ce qu'on est condamné à rester à la périphérie des choses, à être par exemple ministre de la danse, de la musique, des choses comme ça, et à ne pas aborder des questions dans le fond? Écoutez, est-ce que c'est une fatalité chez nous? Nous avons fait il y a cela quelques mois un sommet avec mes collègues de la sous-région pour parler de la problématique des industries culturelles. Ce n'est pas un vain mot. Quand vous dites la culture, ce n'est pas la danse. La danse en fait partie. Vous avez le patrimoine matériel, immatériel. Vous avez les palais royaux. Vous avez la lecture. Donc vous avez tous des secteurs. En fait, la culture touche à la fois l'éducation, l'histoire, le tourisme, même les transports. Parce que quand vous faites un festival, vous reprofilez les voies pour les voies d'accès. Et donc, nous avons fait un sommet pour expliquer d'abord qu'est-ce qu'on entend par industrie culturelle. Nous avons privilégié, et je suis heureux que vous me posiez cette question, les concerts live par rapport aux concerts playback. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, mais quand vous voyez quelqu'un comme Youssou N'Dour, qui ne peut pas être prophète chez soi tout le temps, malheureusement, et qui me dit, quand je le rencontre à Dakar, vous êtes sur la bonne voie. Pourquoi? Quand vous faites un concert en live, vous faites appel à des musiciens. Aujourd'hui, il est dommage que la plupart de nos talentueux musiciens, du moins chanteurs, ne fassent pas suffisamment un instrument de musique. Et c'est pour ça que nous tenons à accompagner le projet de Gilles Loueke à Ouida pour cette maison de la musique. Mais quand vous faites un concert en live, il y a des musiciens, vous avez des ingénieurs de son,